Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent La Bête du Marais, de Xavier-Marie Bonneau, interprété par José Euzé. La veille, le Mistral avait cessé brusquement, peu après la tombée de la nuit. Il y avait eu l'ivresse, les bars transformés pour l'occasion en bodega, remplis de musique têtue, de visages luisants, de regards sans sommeil. Les patrouilles de flics, relaxes en seconde, à bout d'ennui. Quelques bagarres entre gitans, beurs et gros bras de la mairie devant les manèges multicolores. La maison Poulaga avait fermé les yeux, pas de vague avec la municipalité. Les derniers pétards avaient explosé dans les recoins perdus aux angles morts de la ville, avant que le soleil ne se lève. Derniers artifices d'une fête que la fatigue désamorçait. Ce matin, une chaleur liquide coulait du ciel. L'homme était étendu sur la berge, recroquevillé en chien de fusil, les genoux dans les coudes. Il ouvrit les yeux et découvrit, au-dessus de lui, à travers ses paupières tremblantes, la masse blanche des tours du château qui se fondait dans la lumière saturée. L'homme était trempé de sueur, ses cheveux, robes de corneille, collaient à son front et faisaient des plaques comme des bouts de carton. Des bruits lui parvenaient, lointains et mous, sans doute les derniers fêtards, qui s'en retournaient péniblement chez eux. Mais après quelques instants, il se ravisa. C'étaient des cris de fureur d'une foule fanatique qui gonflait l'air et venait rebondir contre les murailles de la forteresse. Le vertige le fit vaciller. Il referma les yeux. Cela faisait 3 jours que l'homme n'avait pas dormi. 3 jours en solitaire. Un goût de bile amère lui tordait les lèvres et lui retroussait les narines. Le pastis qui rend fou avait fini son œuvre. Il devait émerger. Il se redressa. Devant lui, le Rhône filait calmement. Quelques racines tordues comme des monstres griffaient la surface calme de l'eau, comme pour retenir le cours du fleuve roi. Il tenta de se lever, mais il comprit que ses jambes ne le porteraient pas avant un bon moment. Il s'allongea dans l'herbe chaude et craquante, puis il fixa les branches puissantes de l'acacia qui griffonnaient le ciel au-dessus de lui. Le moment était à la réflexion. Il fit le point sur les 3 dernières journées. Le premier jour, à peine le soleil levé sur la Camargue, il avait guetté les spatules blanches pendant des heures, tapi comme un crocodile dans les salicornes de la Sansouire, à quelques mètres du marais de l'étang Redon. Cela faisait des mois qu'il attendait les spatules blanches. Depuis mars, quand des milliers de muges se concentrent dans les eaux calmes du delta, à quelques brassées des plages nues encore frémissantes de froid. Le moment où les cormorans et les hérons viennent faire un festin de choix de ces poissons de surface. Depuis longtemps, il avait étudié les habitudes des spatules, les endroits où elles venaient se poster à leur retour d'Afrique. C'était souvent au pied des bosquets de tamaris. Il voulait les observer dans le petit jour doré, mais les spatules sont des oiseaux aussi capricieux que rares. Cette année, il avait dû se contenter de la danse carnivore des cormorans et des hérons. Et ce matin-là, les grands oiseaux n'étaient toujours pas au rendez-vous. Il avait attendu jusqu'au zénith et avait finalement décidé de changer d'endroit. Il était passé plus à l'ouest, par la réserve de la Capelière. Là, il avait échangé quelques mots avec le responsable de la réserve. Des banalités, rien de plus. Dans l'après-midi, il avait rôdé longtemps, l'appareil armé dans une main et les jumelles dans l'autre, en ne ménageant que quelques pauses pour l'observation. Il avait marché jusqu'au bout du monde. Une première spatule était apparue, immaculée, en avançant son cou gracieux dans les cannes, en lisière du marais. Une deuxième s'était posée sur le dos d'un tronc d'arbre noyé, au milieu des eaux noires. La terre, craquelée par endroits, spongieuse à d'autres, s'était perdue dans le soleil couchant, l'horizon plat et la mer charmée par le Mistral. Les spatules étaient retournées à leur mystère et la nuit était venue sur cette fin de Camargue. Au loin,
Au-delà des lignes droites du Marais, les torches du grand terminal pétrolier de Fos avaient levé haut dans le ciel noir leurs flammes rouges, comme des flambeaux d'orgueil. À 1 heure du matin, il avait regagné sa voiture et était rentré chez lui, plus haut en Provence. Le 2e jour, c'était le jour de la bête. Il avait pris la décision de ne pas prendre sa voiture, de faire du stop. Il avait attendu, pas plus d'1 heure, la bonne âme qu'il avait pris à la sortie de Tarascon. C'était un touriste solitaire, un Anglais rôti au méchant soleil, qui lui avait déclaré, dans un français parfait, « J'habite à Mouriès depuis 3 ans. » « Ah bon ?» avait dit l'homme, en faisant mine de s'intéresser à son chauffeur. « Je viens des Galières. »« Aujourd'hui, je vais à Marseille, for the boat, prendre le bateau, pour aller en Corse, » avait poursuivi l'Anglais, en indiquant un large imaginaire avec sa main qui fendait l'air chaud. « Vous allez faire un beau voyage ?» avait dit l'homme pour dire quelque chose. La Land Rover de l'Anglais, un vieux modèle aussi confortable qu'un banc de la communale, avait fait un boucan formidable. Peu après l'embranchement qui menait au mas Tibère, l'homme était sorti de sa torpeur et avait désigné du doigt une aire de stationnement le long de l'immense ligne droite de la nationale 568 qui relie Arles à Martigues. « Vous pouvez me laisser là. » L'Anglais avait freiné brusquement, sans poser de questions. L'homme était descendu et avait attendu que la Land Rover s'évapore au bout de la perspective. Ensuite, il avait rapidement disparu derrière une barrière de roseaux, non sans difficulté dans les longues feuilles coupantes comme des rasoirs. Il avait marché droit comme un chasseur du bush pour traverser l'immense étendue plate, couverte d'herbes maigres et quadrillée de fils de fer barbelés. 1 heure de marche, peut-être plus, avec dans le dos, au bout des prairies, les crêtes noires des Alpilles et la tour des Opiès qui se blanchissait au dernier rayon du soleil. Vers les sentinelles des cyprès, au loin, il avait aperçu les moutons du mas de Méril. Sans traîner, il avait sauté par-dessus une clôture et s'était retrouvé au milieu de jeunes taureaux, sans doute ceux de la manade Castaldi. L'homme avait continué, sans hésiter, en se tenant suffisamment proche des taurillons noirs comme le chagrin pour ne pas être vu d'un éventuel curieux, et à bonne distance pour ne pas les effrayer. Par 2 fois, il avait eu à croiser le regard vide des bêtes. Mais l'homme connaissait parfaitement les bêtes. Le jour titubait quand il avait atteint la départementale 35, qui marquait la limite est du parc naturel du Véguéra, à quelques kilomètres du mas Tibère. Le soir, il avait décidé de coucher sur cette langue de Camargue. La fin du jour avait été lumineuse, avec des milliers d'astres naissant par-dessus la Provence. Avant la nuit, l'homme était revenu sur la plage et avait remonté la Sansouire rouillée, sans jamais se faire remarquer. Il avait attendu, comme toujours, à plat ventre dans le rose des matioles, le blanc des camomilles des sables et le jaune des immortels. Ensuite, il avait chanté. La bête était venue. Il lui avait parlé des merveilles de la fête avant de se retirer. Quand le noir s'était fait sur la mer et sur la terre, il avait déroulé son sac de couchage dans un creux douillet de la dune, à l'abri du vent. Il s'était endormi pour quelques heures. Dans la lourdeur du sommeil, l'homme avait caressé son rêve le plus fou, libérer la bête le soir de la Sainte-Marthe, le soir du 29 juillet. Il en parlerait au maître, mais de toute façon il se moquait de son conseil. La bête n'écoutait que lui. Le Rhône continuait de filer, alourdi par les pluies de la fin de printemps. Sous les murailles du château du roi René, les enfants grimpaient jusqu'à un petit promontoire au-dessus des eaux vertes du fleuve, en s'accrochant aux racines de lierre qui serpentaient le long des rochers. L'homme avait totalement recouvré ses esprits. Il se leva, passa sa veste sur son épaule et se dirigea vers l'endroit d'où venaient les cris de la foule. C'était le lundi 30 juin, le 3e jour. La dernière course de taureaux venait de se terminer, et avec elle, les fêtes grandiloquentes de la Tarasque.